3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est avec nous, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Louis Defels de nous accompagner également. Bonsoir Louis. Salut Grégoire. Ravi de vous retrouver, directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion, et Malik Hadouk avec nous également en plateau. Bonsoir Malik. Bonsoir Grégoire. Directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Malik, c'est le chiffre macro du jour, la première estimation de croissance américaine avec toutes les inexactitudes et les imprécisions par construction qu'on trouve dans ce genre de premières estimations. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on retient derrière le chiffre de 1,1% de croissance en rythme trimestriel annualisé pour l'économie américaine? Et la question étant de savoir à quelle vitesse est-ce que l'économie américaine ralentit aujourd'hui? Alors, je vais prendre l'analyse du chiffre d'un autre angle. C'est pas un bon rapport pour moi parce qu'il y a à la fois ralentissement et maintien d'une inflation élevée. Donc ça, c'est pas très beau du côté des banquiers centraux qui s'inquiètent toujours d'une inflation qui résiste. Le ralentissement, on s'y attendait, mais il est un peu plus prononcé, comme vous l'avez mentionné. Sur le deuxième trimestre, on attend une croissance du même niveau, autour de 1,1%. Donc pour l'instant, la croissance américaine résiste. Pour autant, ce qu'il faut, c'est un ralentissement un peu plus marqué si on veut s'attaquer à l'inflation, dont l'indice sous-jacent reste assez élevé et assez stable. Donc c'est un rapport pour mitigé. On voit du côté de l'emploi que ça résiste aussi pas mal. Hein. Donc si on devait faire un résumé sur la situation économique américaine aujourd'hui, si on regarde les indicateurs avancés, ils témoignent d'un ralentissement à venir. Donc on se projette à 3-6 mois. Si on regarde les indicateurs retardés, ils vous disent que la situation est plutôt bonne. Ouais. On regarde le marché de l'emploi, le nombre de postes ouverts. Et puis si on regarde les indicateurs coïncidents, ceux actuellement, c'est mitigé. On a une croissance qui se maintient malgré tout, hein, malgré les resserrements des conditions de crédit, malgré la hausse des taux hypothécaires, les PMI qui ont remonté, les PMI services. On a une économie qui reste résiliente pour le moment. Donc pas d'inquiétude vraiment sur une récession, en tout cas marquée pour la fin de l'année. Éventuellement une récession, mais très légère et peu importante. Moi, ce qui me marque, c'est par exemple dans des secteurs identifiés comme les secteurs attaqués justement par la hausse des taux, comme l'immobilier. Oui, il y a de la faiblesse. Oui, il y a une baisse des transactions. Oui, il y a une baisse des prix. Mais quand même, on a vu d'ailleurs sur le mois de février que l'indice des prix Case-Shiller arrêtait de baisser. On a vu également que malgré des chiffres négatifs, on a quand même souvent des chiffres du secteur immobilier qui ressortent un peu au-dessus des attentes, qui arrivent à être quand même un peu meilleurs que prévu. Oui, mais parce qu'on avait aussi une rebaisse des taux hypothécaires. Et puis sur la consommation, on voit que malgré tout, on continue à utiliser l'épargne accumulée au cours des 2 dernières années. Mais ça devrait, avec le temps, quand même, finir par alimenter une baisse de la consommation à venir. Parce qu'on va finir par arrêter de puiser dans l'épargne, parce qu'elle va s'assécher. Puis il y a les conditions de crédit qui sont en train de se resserrer assez sensiblement. Donc tout ça devrait amener à un ralentissement de la consommation dans les mois à venir. Consommation qui a été encore solide. Encore solide, oui, tout à fait. Au premier trimestre. Comment vous lisez ce chiffre, Valérie? Où est-ce qu'on en est du cycle américain? Et est-ce que le ralentissement ou l'idée d'une récession est forcément quelque chose de très progressif, très graduel devant nous encore? J'étais tout à fait d'accord avec votre analyse. Je ne sais pas très bien ce qu'on peut ajouter parce qu'on est vraiment dans une période où il faut attendre et voir, et où a priori, à moins qu'on ait un accident complètement inattendu qui justifierait un très fort ralentissement et très brutal, on ne voit pas pourquoi on aurait ce ralentissement brutal, mais on ne voit pas non plus pourquoi on aurait rapidement une nette amélioration de la situation. On est plutôt dans une période où on attend de voir comment les hausses de prix se transmettent aux hausses de salaire, à une possible baisse de la consommation de façon naturelle, sans plus monter les taux. Et pour le moment, tout cela, on ne l'a pas. Mais en même temps, les banques centrales ne peuvent pas se permettre non plus d'aller trop loin, trop vite tout de suite. Donc on est vraiment dans cet entre-deux.
où il faut savoir être patient. Hein. Enfin, faut accepter qu'il y ait des moments où il faut attendre. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est vraiment de très très loin ce qu'il y a de plus difficile. Mais les marchés, c'est pas tout noir et tout blanc, et l'économie non plus. C'est pas tout le temps des trucs qui vont à toute allure dans un sens et à toute allure dans l'autre sens, comme on l'a eu au cours des dernières années. On n'est pas obligé d'avoir des variations de je ne sais combien d'écart types. Mais c'est vrai que à chaque fois, à chaque mois ou à chaque trimestre. On a été habitué depuis 3 ans. Bien sûr. Mais justement, là, il y a un moment où on digère et le paquebot est lancé en même temps. Donc voilà. Oui, je voulais rajouter juste un seul élément, c'est qu'on est passé d'une activité qui était des soubresauts de la crise énergétique l'année dernière, et qui avait eu un impact, en tout cas sur les revenus réels, hein, mais qui n'a pas en fait véritablement impacté la consommation des ménages, parce qu'encore une fois, ils ont puisé dans leur épargne, alors qu'on s'attendait à un ralentissement plus marqué, comme l'a souligné ma collègue. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, en fait, on s'inquiète du risque de liquidité, du risque de compression du crédit avec la situation de financement et la situation un peu de crise bancaire. De stress bancaire. Auquel on a assisté aux États-Unis et qui est encore présent aujourd'hui sur les marchés, même si la situation, encore une fois, il faut être rassurant sur la situation bilancielle des banques, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, est de meilleure qualité avec la réglementation, etc. Ils ont des capital ratios qui sont largement au-dessus des normes exigées par les autorités de contrôle. Mais il y a eu ce stress quand même, et ça pourrait entraîner, si les choses sont venimeuses, justement, un resserrement des conditions de crédit un peu plus marqué, qui pourrait impacter plus fortement la consommation et les entreprises. Bon, sur le plan de la consommation, on a eu l'occasion d'écouter pas mal de grandes boîtes américaines, de produits de base, de consommation, de restauration. Je m'en réfère à vous, Louis, c'est vous l'analyste. Le dernier chiffre qui cache l'arbre qui cache un peu la forêt, en tout cas selon nous. Parce que le problème, c'est que on voit bien que le cycle des biens et tout ce qui est plutôt des services est complètement décorrélé. Le problème, c'est que les biens sont clairement en récession. Ça fait plus de 5 mois que les PMI manufacturiers sont complètement enfoncés sous les 50. Ça se voit clairement dans les carnets de commandes. C'est très difficile. Donc ça, c'est complètement acté. Vous regardez les Philly Index, les Confiance même, tous les différents index. Il y a aussi l'indicateur, le fameux LEI, Leading Indicators aux États-Unis, qui clairement, c'est la 6e mois consécutif de baisse. Et normalement, c'est quelque chose, le S&P est corrélé à 66% par rapport à cet indicateur. Alors que là, il est plutôt en hausse. Donc on voit que pour l'instant ça tient, bien évidemment parce que le consommateur est toujours là. Mais la question, c'est pourquoi le consommateur est toujours là? Parce que clairement il y a un rattrapage encore post-Covid qui n'est pas finalisé, ou peut-être qu'il s'est terminé peut-être ce trimestre-là. Donc là on arrive peut-être au bout, selon nous, des derniers chiffres. Et est-ce que tout le monde a annoncé la fameuse récession qui doit arriver au 4e trimestre l'année dernière ou le 1er trimestre? Et en fait ça a été décalé. Et je pense que ça devrait arriver peut-être d'ici cet été ou d'ici la fin de l'année. Pourquoi? Parce que déjà, il y a eu beaucoup de relances budgétaires. Donc les relances budgétaires sont venues au secours des relances monétaires qui ne sont plus là, c'est-à-dire des chèques cadeaux pour tout le monde, un bouclier énergétique, des chèques... il y a encore Total qui avait bloqué l'essence jusqu'à 2 €. Mais tout ça mis bout à bout, ça a quand même tenu la consommation, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Tout à l'heure, vous parliez en effet de l'épargne des États-Unis qui tombait au plus bas. Là, c'est devenu complètement critique. L'épargne est quasiment revenue. Le taux d'épargne. Le taux d'épargne, pas le stock. Oui, le taux d'épargne est quand même beaucoup plus bas. Oui. Et ce qui est très on épargne beaucoup moins. Oui. On épargne beaucoup moins, mais quand même, on a quand même puisé dedans. Il y a quand même, on va dire, ce plus faible revenu, ça commence à être très dur parce que là, ça y est, l'impact des prix commence à se ressentir maintenant. C'est vrai que depuis l'année dernière, c'était facile, les prix montaient, les salaires suivaient, et en fait, finalement, tant que ça arrivait, on continuait. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont fait n'importe quoi. Et je pense qu'ils vont commencer à avoir un retour de bâton sur le consommateur. Comme on dit, le consommateur, il était là, ça fait 2 ans qu'il n'avait pas pu consommer post-Covid. On parlait tout à l'heure avant le plateau des billets de train pour cet été qui sont devenus stratosphériques. Et c'est vrai que c'est peut-être le dernier outil qui marche bien en ce moment, parce qu'en ce moment, c'est vrai que tout ce qui est hôtellerie tourisme, c'est peut-être le dernier maillon qui tient encore bien, qui est un peu late cyclical. Et le problème, c'était pour aussi revenir ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le problème des bancaires, ce qui s'est passé, de la fameuse liquidité. Parce que ce serait justement, vous dites, oui, les banques vont beaucoup mieux, elles sont très solides. Mais en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus un problème de ratio de solidité, c'est un problème de liquidité. Vous avez beau avoir les plus beaux fonds propres de la Terre, si, comme First Republic Bank, il y a plus de 100 milliards qui sortent en un mois,
votre banque, elle se retrouve complètement foutue. Et je pense que là, c'est quand même assez dingue que le marché soit plus haut que mi-mars quand c'est arrivé, avec tout ce qui s'est passé. Parce que tout ça va avoir des vraies conditions de contrainte de crédit. Le consommateur américain qui, lui, souvent vit à crédit, maintenant, quand il va devoir vivre à crédit, qui ont explosé, c'est vrai, le consommateur américain qui vit à crédit, avant, ça lui coûtait rien, ça lui coûtait 0,1%. Maintenant, ça lui coûte plus de 5%. Tout ça, ça va avoir carrément un impact. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on a une énorme salve de résultats de cette semaine, on en parlera après. Pour l'instant, ça tient. Mais nous, on est quand même beaucoup plus prudents. Pour la deuxième semestre de l'année, c'est pour ça que pour nous, c'est un peu le dernier chiffre. Chant du cygne, quoi. Voilà, là qui cache un peu la forêt. Bon. Sur les dépôts, comme pour beaucoup d'autres classes d'actifs, entre guillemets, il y a eu un boom délirant aussi pendant la période Covid. Donc il y a une forme de normalisation. C'est vrai que les chiffres font peur, comme ça, 100 milliards de dépôts qui s'en vont, etc. En agrégé, il faut regarder la courbe des dépôts qui a été quand même exponentielle, verticale à partir de 2020. Surtout ce qui fait très peur, donc il y a les dépôts bancaires que l'on voit, mais il y a aussi l'argent qui est sorti des bilans de la Banque centrale. Et ça, pour la première fois, quand on regarde en Europe, vous savez, les différentes masses monétaires, chaque fois, j'ai un peu oublié ce que c'était M1, M2, M3, mais c'est différents stades monétaires, peut-être qu'une dans la table qui savent. Oui. Mais pour la première fois, il y en a une qui se contracte. Et normalement, c'est jamais arrivé. Donc ça, c'est quand même pas très bon signe, notamment aussi pour l'économie. Qu'est-ce qu'on peut dire des actifs américains un peu macro, type dollar ou marché obligataire Valérie, qu'est-ce que nous disent ces marchés-là? Est-ce qu'il y a des tendances bien affirmées, bien identifiées, auxquelles on peut quand même se raccrocher au-delà de l'analyse économique? Oui, d'abord, sur le secteur bancaire, on n'a eu aucun signal grave, techniquement, sur les graphiques. Et aux États-Unis et en Europe? Aux États-Unis, c'est un peu limite. Mais je me souviens quand même très très bien de tout ce qui s'est passé en 2007 et des signaux qu'on a eus dès l'été 2007 sur le secteur bancaire, qui ont été confirmés en janvier avec l'affaire Kerviel, qui a quand même déclenché pas mal de choses aussi. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, pour le moment, moi, je crois à l'ensemble de l'information disponible auprès de l'ensemble des investisseurs, et ça nous confirme le fait qu'il n'y a pas particulièrement de problème dans le secteur européen. Et le secteur américain, peut-être un petit peu moins confiante, mais le marché américain, dans son ensemble, est moins intéressant. Bon, donc... Aujourd'hui, avec des si, on s'inquiète, mais il faut bien se souvenir que ce ne sont que des si. Il n'y a rien d'avéré. Les banques investissent elles-mêmes sur les marchés financiers, donc elles sont les premières à savoir comment ça va chez elles. Et quand elles ont de l'info qu'elles ne partagent pas, quand même, elles traitent avec. Donc ça se voit. On peut pas passer inaperçu sur un marché. Tout ce qu'on fait, ça se voit, ça laisse une trace. Bon, et après, dans l'ensemble, on a toujours un dollar qui reste assez faible. Et pour moi, c'est assez typique des périodes où les investisseurs gentiment quittent les marchés américains pour se repositionner, notamment sur le marché européen. Voire certains peuvent aller sur des pays émergents. C'est pas encore très clair ce qui va se passer sur les pays asiatiques, mais enfin, en tout cas, ils tiennent plus ou moins. Mais les pays européens, on le voit en poupe. Et en fait, on a vraiment ces vases communicants d'un marché américain qui n'arrive pas à monter, pour autant qu'il ne débourre pas. Enfin, et au fur et à mesure, le marché européen qui rattrape. Ça fait quand même 17 ans qu'on était en sous-performance. Enfin, pas 17 ans, mais 2007 à 2023 ou fin 2022. Oui, 15 ans, quoi. Que le marché européen a sous-performé. On a une certaine marge de reprise par rapport au marché américain sans que ça puisse, sans qu'on ait besoin de rien pour l'expliquer, de rien du tout. Il y a un tel écart d'allocation que ça peut se poursuivre. Indépendamment des événements, indépendamment des de tout ça, économiques du moment. On est en train de couper les cheveux en quatre pour essayer de lire des choses et d'extraire de la valeur de données qui sont... on est complètement dans le bruit macroéconomique. Bon, voilà. Et à ce stade, Europe versus États-Unis, on a envie de le jouer en relatif,
où on peut jouer l'Europe absolument comme étant encore peut-être des marchés en tendance haussière, ça sans doute, avec encore du potentiel. On est obligé de jouer les marchés européens toujours à la hausse. Peut-être pas pour une semaine ou 2 semaines. Enfin, je veux dire, on a toujours à court terme, on est sous les sommets. Donc bien sûr que peut-être qu'on va corriger un peu encore une fois. Mais tous ces indices sont au plus haut. Enfin, le marché italien est au plus haut sur 10 ans ou à 1,5% de ses plus hauts sur 10 ans. Le marché français est au-dessus. L'Allemagne presque au plus haut. Enfin bon, l'Eurostock 50 aussi presque au plus haut. Enfin au plus haut de 2023, quoi. Qui est un plus haut de 10 ans. Et plus. Donc on ne peut pas être inquiet de marchés qui sont à ces niveaux-là. Peut-être que ça sera lent, peut-être qu'on va piétiner encore à un moment, en 2023, mais il n'y a rien qui nous dit de vendre. Qu'il faut quitter ces marchés-là aujourd'hui. Il n'y a pas tellement d'alternatives, en fait, à cet investissement-là. Hein. C'est la difficulté des marchés, c'est la difficulté des cycles inflationnistes, c'est que les obligations ne sont pas attrayantes. De façon structurelle, les obligations ne sont pas attrayantes. Elles sont attrayantes parfois à court terme, mais dans l'ensemble, elles ne le sont pas. Ce qui rémunère le mieux, c'est quand même les actions dans un marché, dans un cycle inflationniste. Oui, maintenant, dans un cycle inflationniste, la volatilité est plus élevée, et donc il faut être meilleur en timing. Même si aujourd'hui, quand même, tout le monde considère quand même que l'obligataire, le crédit, les rendements retrouvés sur cette classe d'actifs offrent quand même un peu de marge de manœuvre et de sécurité. Toujours. Mais bien entendu. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit concernant la valorisation relative des actifs entre actions et obligations aujourd'hui. Aujourd'hui, l'obligataire est attractif, surtout si on anticipe un ralentissement à venir, parce qu'on a des rendements. Vous avez le marché monétaire aussi, notamment aux États-Unis, qui est une alternative aujourd'hui sans risque assez exceptionnelle sur des niveaux qu'on n'a jamais connus depuis 10 ans. Ce qui maintient aujourd'hui le marché des actions, et là je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est la dynamique bénéficiaire qui reste bien soutenue. Et elle est bien meilleure en Europe qu'elle ne l'est aux États-Unis. Mais attention, les résultats qu'on a eus sur les valeurs technologiques américaines sont de très bonnes factures, avec des marges qui se maintiennent malgré tout. Donc ça peut augurer aussi d'une poursuite du ralentissement. Si les entreprises, dans un contexte inflationniste, comme il a été mentionné, arrivent à maintenir des marges, arrivent à maintenir un pricing power, même si on a assisté à quelques baisses de marge, mais c'est pas de l'ampleur à laquelle on s'attend, auquel on anticipait. Donc c'est assez résilient là aussi de ce côté. Et comme vous le mentionniez en début de votre intervention, il y a dans le domaine de la consommation, il y a des valeurs, je ne vais pas les citer, mais qui ont monté leur prix et où la demande a suivi. McDo, les prix ont monté de 10%. Le trafic est en croissance dans les magasins. Voilà, donc c'est cette dynamique bénéficiaire qui soutient encore aujourd'hui les marchés actions, et c'est la variable d'ajustement. Le plus mauvais scénario pour le marché actions, ce serait que cette inflation sous-jacente n'arrive pas à rebaisser, ce qui maintiendrait la pression sur les banques centrales et qui amènerait à une remontée des taux, et là on aurait une correction. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on garderait des obligations et est-ce qu'on vendrait les actions pour acheter des obligations, pas des masses sur la partie obligataire quand même qui vous protège contre une perte sèche certaine. Il y a un peu de marge. Sur des obligs à 5% de rendement, on peut perdre un peu. Avec un dollar qui baisse. Il y a de la marge. Ça, c'est les obligs américaines et un dollar qui baisse. Non, mais là, vous pouvez jouer la couverture du dollar. Si vous anticipez en plus une baisse, ça, vous pouvez le gérer d'une autre manière. Mais attention à l'attractivité des obligataires, des rendements auxquels on fait face aujourd'hui. Bien sûr, vous ne pouvez pas être absent de ce marché. C'est ça que je voulais dire. Pour être assez prosaïque sur la réunion de la Réserve fédérale américaine, 25, c'est la dernière. D'accord. Normalement. D'accord. Est-ce qu'ils doivent le dire ou pas ? Non, ils ne le diront pas. Je ne pense pas qu'ils le diront, mais je pense que, comme ça a été mentionné tout à l'heure, il y a un effet retard avec les hausses des taux, donc on sait que ça va impacter, donc je pense que là... Donc ils le prennent de plus en plus en compte maintenant. Voilà, oui, c'est effectivement ça. Après, sur la Banque Centrale Européenne, elle aussi, elle fera 25 BP, je pense. Mais elle, par contre, elle a encore du chemin parce que l'inflation sous-jacente est encore plus élevée qu'aux États-Unis. Et donc ça, c'est un problème. Et donc, on devrait avoir encore 50 BP au cours des 2 prochaines 25 à chaque fois. Ah ouais.
Certains voient même encore... Sauf accident, comme a été mentionné, parce qu'on en reparlera, mais bien sûr, les discussions avec le relèvement du plafond de la dette aux États-Unis risquent d'apporter de la volatilité, des incertitudes, même si on n'ira pas au défaut comme d'habitude. Hein. Ouais. Mais bon... Le marché elle est un peu plus stressé que d'habitude quand même. Oui, parce qu'on l'a vu sur les CDS, mais bon, le marché action il est pas stressé, le marché obligataire. Sur du 1 mois, 3 mois, si quand même. Ça oui, mais là où ça a été le plus marquant, c'est sur les CDS. Les couvertures. Ouais. Bon. Sur les entreprises, on va laisser pour l'instant la question du défaut américain de côté, mais sur les entreprises, qu'est-ce que vous retenez des messages? Alors, des grandes entreprises mondialisées qui peuvent servir de référence, de benchmark, et puis d'entreprises peut-être plus spécialisées que vous suivez aussi dans votre univers, Louis. C'est vrai que les résultats, ça fait 3 trimestres de suite que l'on attendait tous à des baisses de bénéfices par action, et c'est vrai que depuis le début de l'année, il y a même eu des révisions à la hausse des bénéfices par action. Donc pour l'instant, ça marche très bien, que ce soit aux États-Unis. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure de Google, de Meta et même Microsoft. Hein, c'était génial. Donc dans le cloud, Azure, c'était encore une très forte croissance avec des guidance aussi très bonnes. Si on revient aussi en Europe, que ce soit des sociétés cycliques comme Michelin ont très bien publié, Air Liquide, c'était excellent. Schneider, Schneider, c'était exceptionnel, vraiment avec une visibilité. Il y avait Pernod Ricard qui était un peu moins bien, mais ils ont confirmé un très bon prochain trimestre en disant qu'il n'y avait pas de down trading aux États-Unis. Donc c'est-à-dire que les gens n'allaient pas vers des marques moins premium. Pas de baisse en gamme, Donc pas de baisse en gamme, donc ça tient très bien. Donc le titre ouvre à -3 et puis finalement il termine en hausse. Donc c'est vrai que c'est hyper compliqué de trouver. Mais je continue de penser qu'il y a un exemple criant. Vous regardez les Unilever, les Nestlé, etc. C'est quasiment 8 à 10% de croissance organique, mais c'est quasiment 100% de hausse de prix pour Unilever. Et pour Nestlé, qui je crois fait plus 8, c'est plus 9 de prix et moins 1 en volume. Voilà. Donc pour l'instant, le consommateur tient encore, mais jusqu'à quand? Voilà, on voit que les volumes arrivent, et je compte penser, donc là, le premier trimestre, c'est bien, donc là, Unilever fait un plus haut historique, Nestlé est un peu en retard pour d'autres choses, donc là, ça bien orienté. Et même quand on revient dans les secteurs un peu plus petits, hein, dans les services informatiques, il y a Sword, que l'on aime beaucoup chez Glussac Gestion, qui fait encore plus 22 de croissance organique. Bon, ils étaient à 24 l'année dernière, c'est encore très bien, alors qu'ils ont une guidance de 15%. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y en a beaucoup. Après, il y en a une valeur qu'on aime beaucoup qui fait la une aujourd'hui. Oui, alors là, c'est la situation spécifique du jour. SES Imagotag. Je ne crois pas que ce soit la publication. La publication est très bonne, mais c'est plutôt l'aventure Walmart, ça y est, qui se concrétise une bonne fois pour toutes, visiblement. Voilà, c'est vrai que le premier trimestre, qui n'est pas très grand chez eux, est en très forte croissance, mais en effet, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que Walmart et Store Electronic System, donc SES Imagotag, le nouveau nom, vous savez, c'est des étiquettes intelligentes pour pouvoir changer en temps réel les prix des magasins. Il faut savoir que les États-Unis, c'est encore fait à la main. Alors ça vous peut paraître bizarre en France, parce que c'est vrai qu'on est chez Carrefour, on met au prix, vous voyez l'étiquette, et en fonction du matin, du soir, les prix ne sont pas les mêmes. Donc, et surtout que de plus en plus, maintenant, SES Imagotag met des softwares dedans, va pouvoir connecter la data, et donc va pouvoir remonter en marge brute, parce que vous savez qu'il y avait des pressions déflationnistes sur la marge brute, forcément, parce que c'est des prix un peu déflationnistes. Et là, Walmart a vraiment, ça y est, enfin appuyé sur le bouton. Donc, les années de tests et d'expérimentation des solutions de SES Imagotag se concrétisent, ça y est, là, par un contrat. Enfin, voilà, un contrat, donc 500 premiers magasins, donc sur un peu moins de 5000 aux États-Unis, donc après potentiellement les autres pays, donc c'est juste énorme. Et la cerise sur le gâteau, pour sécuriser tous les approvisionnements, Walmart a dit qu'il prendrait jusqu'à 10% du capital en fonction du chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, c'est une société qui fait un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, et potentiellement rien qu'avec Walmart, il pourrait faire jusqu'à 3 milliards. Donc juste pour vous dire le potentiel de croissance dessus. Et c'est vrai que le titre n'avait pas fait grand-chose depuis le début de l'année, parce qu'il y a 2-3 fonds qui s'étaient mis short dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, ça faisait boucler, ça fait très très mal. Ça prend 40%, plus de 40%. Ça fait plus de 40%. C'est pour ça qu'on peut dire à nos téléspectateurs, attention quand vous êtes short sur des titres, parce qu'à la baisse elle est connue, mais quand vous shortez un titre à la hausse, malheureusement, c'est totalement inconnu. Donc c'est ça ce qui est assez intéressant. Mais voilà, parce qu'il y a eu cette société qui est un peu à cas à part, et il y a d'autres sociétés qui sont un peu symptomatiques. Vous savez, c'était un peu les valeurs qui avaient bénéficié du Covid. Nous, on a une société qu'on aime beaucoup qui s'appelle MIPS ou même Tulé, vous savez, qui font, donc MIPS, c'est les casques dans les vélos, vous savez, ils font la technologie, donc quand vous chutez, pour pas, en gros, qu'il y a toute une technologie pour empêcher les chocs. Donc ils l'ont développé pour le ski, pour la moto, etc. Sauf que pendant le Covid, ça avait explosé, donc il y avait des effets de base très durs. Le T4 l'année dernière était catastrophique. Ils avaient dit que le T1 serait affreux. Donc là, chiffre catastrophique, très en dessous des attentes. Le titre ouvre à -15.
derrière, ils font une conférence et disent on pense qu'on a peut-être touché le point bas, ça commence à s'améliorer dès le Q2. Le titre est passé de -15 à terminer à -1 et en hausse de 15% aujourd'hui quasiment. Donc pour vous dire qu'il y a quand même certains titres massacrés comme l'année dernière où il y a des choses à faire. Donc c'est ça ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'aujourd'hui le marché est tenu que par les méga caps. C'est ça qu'aujourd'hui la hausse du marché, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est sur 10 actions. Ouais. Je crois qu'en 96% de la hausse du S&P s'est fait sur 10 actions, Microsoft, Apple, Nvidia et enfin les plus grosses quoi. Les grands classiques. Et en France c'est pareil, en Europe c'est pareil avec LVMH, Hermès, Novo Nordisk, etc., etc. Donc on voit que peut-être pour la première fois ces marchés méga cap, il y a des choses à faire en tout cas en dessous. Sur ce phénomène de concentration de marché, d'étroitesse de la hausse, c'est pas nouveau. Hein. C'est peut-être qu'on atteint des standards un peu historiques de ce point de vue-là, aux États-Unis, en Europe. Comment vous regardez ce phénomène ? En Europe, c'est pas étroit. Ouais. Il y a plus de participation, il y a plus de largeur en Europe qu'aux États-Unis. Ah bah oui, c'est un facteur qui plaide à nouveau pour... En Europe, 90% des actions ont monté par rapport à fin octobre de l'année dernière. 90%. Et en fait, celles qui n'ont pas monté, qui plus est, c'est plutôt des mini-caps. Plutôt les micros. C'est plutôt des... qui se rattrapent alors après et qui peuvent faire plus 50% en une semaine, du coup, parce que... peu importe, aussi pour des effets de réajustement, quoi, pas forcément de conviction forte, mais non, en Europe, la participation est forte. Ouais. Et il y a une rotation sectorielle continue. Il n'y a aucun secteur qui soit délaissé. Tous les secteurs sont au plus haut sur l'histoire récente. On n'est pas partout sur des plus hauts historiques, des records historiques sur tous les secteurs. C'est un bon signe, c'est un signe de force, de solidité, d'une construction de marché qui est saine. Il faut du temps pour tout retourner. Si on veut entrer dans une vraie tendance baissière, il faut que, action par action, on ait des figures qui nous disent que les actions repartent à la baisse et donc les actions font les secteurs qui font les indices, mais tout ça a besoin de se diffuser et donc peut-être qu'on a le sommet. On le saura plus tard. Mais pour le moment, on ne peut pas le dire. Pour le moment, des secteurs forts aujourd'hui en Europe sur lesquels vous n'avez pas il n'y a pas à réfléchir, entre guillemets. Il y a des évidences, là, en termes de tendance sectorielle ? En termes de ce qui va être le plus fort, c'est vraiment pas facile parce que ça tourne tellement que moi je pense qu'il faut être super équilibré, vachement sur le benchmark et jouer le bêta, c'est pas tellement un truc à... Il n'y a pas de pari spécifique sectoriel à prendre on peut toujours le faire, mais après, il y a des choses qui sont du timing à un moment donné, qu'on peut tenter sur du timing, mais ça va durer 3 semaines, et puis après, il va falloir passer à autre chose et tout. Donc, sur du court terme, parfois, on trouve qu'il y a des secteurs qui ont trop monté, d'autres qui ont trop baissé et tout, mais après, ça va repartir... Enfin, c'est pas des choses qui sont faciles à maîtriser, hein. Sincèrement... Oui, donc dans une logique d'un investisseur pas trop actif, l'idée d'être équilibré en Europe, c'est la meilleure idée possible, quoi. Ouais. Oui, non, parce que, en plus, comme vous faisiez remarquer, Grégoire, on a beaucoup de nouvelles fondamentales, que ce soit du micro ou du macro. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et on ne sait jamais comment ces nouvelles vont être interprétées par les investisseurs. Et en fait, comme elles sont interprétées en fonction de ce qu'ils pensaient auparavant, c'est pas toujours la logique qui prime. Des mauvaises nouvelles peuvent avoir un effet positif parce qu'on pensait que ça allait être encore pire, etc. Et donc, ces rotations, elles peuvent être surprenantes pendant un certain temps. Le seul truc qui est pas bien orienté, c'est la techno. Voilà. Enfin... jusqu'aux publications de la semaine pour Microsoft, Alphabet, Meta, ce soir Amazon et la semaine prochaine Apple. C'est GAFAM aux États-Unis, comme toujours. C'est pas la tech. Je pensais au marché européen lui. Et même les semi-conducteurs, ils étaient vachement bien. Et là, il faudrait. Oui, il y a quand même un sacré coup de froid. Ouais, c'est un peu embêtant. Donc non. Enfin, pour le moment, la tech, c'est pas le truc. C'est pas le truc sur 2023 toujours qu'il faut favoriser. Sur la construction de marché, alors le phénomène d'étroitesse sur le marché américain, et puis le retard, toujours rien de nouveau sous le soleil, mais des small et mid cap. Je pense que c'est vrai aussi aux États-Unis avec le Russell. Est-ce que pour un investisseur qui serait mal exposé au risque action aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée si on considère les small et mid comme une classe d'actifs ou comme un segment de marché aujourd'hui ? Pas pour l'instant encore. Pas pour l'instant. C'est trop tôt.
surtout si on s'attend à un ralentissement. Donc, ce sont des valeurs qui sont plutôt corrélées avec l'activité domestique. Donc, elle serait un peu plus impactée. Et puis, la hausse des coûts de refinancement aussi les impacte directement. Sur l'étroitesse du marché américain, c'est un danger, évidemment. Parce que, comme on le disait, oui, il y a 5 valeurs qui expliquent plus de 60% de la hausse du marché américain et qui tiennent en fait le marché américain. Mais pour l'instant, ces valeurs s'en sortent bien. Donc, mais les valorisations, quand même, sont assez tendues. Donc, moi, c'est pas... Oui, sur ces valeurs spécifiques, parce que quand on enlève le top 5 ou le top 10 on perd des valeurs... On perd 1,5 à 2 points. Oui, c'est ça, 2 points de PE, quoi. En termes de PE, exactement. On se retrouverait à 16,5, qui est la moyenne historique, contre 18,5 aujourd'hui. Le marché européen est plus attractif en termes de valorisation, même si là, il faut faire très attention. Si vous enlevez les principaux contributeurs, on se retrouve avec une valorisation aussi qui se rapproche de la moyenne. On est autour de 14, 15. Non, moi, là où je suis à la fois déçu et je n'arrive pas à comprendre... c'est les marchés asiatiques, et notamment les marchés émergents, avec la Chine notamment. Ouais. Si je peux comprendre l'inquiétude liée aux tensions diplomatiques avec les Américains, la Taïwan, l'Ukraine, tout ce que les Américains sont en train de faire pour essayer d'isoler les Chinois et toutes les décisions qui ont été prises, notamment concernant l'alimentation en semi-conducteurs de la Chine. Bien sûr. Il y a quand même un pays qui a une consommation qui va accélérer. Alors tout le monde vous dit, ouais, mais la majeure partie de la relance a été faite. Donc il faut s'attendre à une déception dans les... Tous les chiffres sont bons, macro, micro, publication... Non, micro, non. Pas pour l'instant encore la micro. Les chiffres de micro, il faut le reconnaître, sur le premier trimestre sont assez décevants. Mais la tendance est à l'amélioration. Il n'y a plus de dégradation. D'accord. Mais on s'est arrêté. En dynamique. En dynamique, exactement. Mais tout le monde vous dit, mais la principale contribution à la hausse, elle est déjà avérée. Il ne faut pas s'attendre à des chiffres en amélioration. Bon, il y a une réunion du Politburo. Sur la partie de l'immobilier, c'est vrai que les bilans ne sont pas d'une qualité exceptionnelle, mais la dégradation s'est arrêtée. Et puis, le consommateur, à mon avis, c'est vrai qu'il n'a pas puisé encore dans son épargne. C'est en fait le consommateur, il n'a pas retrouvé la confiance encore. Mais je pense que c'est une question de temps. Et puis, il va y avoir de nouveaux stimulus, je pense. Et le marché chinois, à nos yeux, est très attractif. Ça devrait profiter aussi aux autres marchés de la région qui n'ont pas eu à monter les taux aussi violemment que l'ont fait les marchés des pays développés et où la tendance inflationniste, elle aussi, est plutôt contrôlée, la tendance désinflationniste est en marche. Et donc, et où la croissance économique va accélérer. Voilà, c'est nous, on est... Vous ne pensez pas, Malik, que dans la situation actuelle, et on n'est pas là pour faire de l'analyse géopolitique, mais la dimension politique et géopolitique aujourd'hui écrase tout le reste, et notamment l'intérêt financier et économique. L'intérêt pour la Chine a été joué à travers les valeurs européennes. Bah oui. C'est le proxy qui a été joué pour... Mais ça, c'est la nouvelle manière de faire, j'ai l'impression, non ? Oui, mais il y a une consommation domestique interne qui est à jouer. Quand vous voyez la valorisation, on est à 5,5-6. C'est pour les investisseurs chinois. Oui, mais là, le jour où ils reviendront sur le marché... Non, mais c'est depuis que je suis chez Gay-Lussac, donc maintenant 16 ans que je suis sur les marchés, très souvent, parce que nous, on est spécialisés sur l'Europe et les US, mais pas du tout sur les émergents. Donc nous, à chaque fois qu'on voit la thématique revenir de la Chine, on n'a pas le choix d'acheter des actions européennes exposées en Chine. Et comme dit très justement, vous prenez le panier, nous on a créé des paniers pour certains de nos clients, vous prenez L'Oréal, les Richemont, les Mercedes, les Moncler, tout ça qui sont exposés en Chine, c'est des paniers qui faisaient plus de 20% depuis le début de l'année. Donc c'est vrai que c'est des thématiques qui étaient assez porteuses. Donc maintenant la grande question, est-ce que ça continue ou pas ? Nous on pense que oui, il n'y a pas de raison que ça continue pas, parce que c'est vrai que comme très justement, aujourd'hui la Chine n'a pas encore, les Chinois ne sont pas encore ressortis, donc ils consomment à fond mais localement. Donc est-ce qu'ils vont ressortir ? Ça on verra avec les différentes problématiques. Mais c'est vrai que pour nous, on est un peu plus embêtés, on voit aussi un peu, parce qu'on est une maison spécialisée aussi sur les micro, small et mid cap. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on suit un peu ce que vous dites. C'est vrai que quand il y a des retraits liquidités, etc., c'est jamais bon d'aller dans les small cap. En plus, nous, on a un scénario macroéconomique, normalement, qui devrait arriver en récession. C'est jamais très bon. Néanmoins, on continue de penser, ce que je vous rappelle, les micro-caps ont quand même fait moins 24 l'année dernière, et l'indice, il est 0 depuis le début de l'année. Donc depuis fin juin, l'indice est 0 négatif, l'Eurostock, le CAC, plus 30. On intègre beaucoup de mauvaises nouvelles, quoi, ça veut dire. Les nouvelles sont déjà bien intégrées. En price to book, donc un ratio bilanciel en relatif par rapport à large cap, ça se paye aussi bas qu'en 2008, et en PE relatif, ça se paye plus bas que 2008.
Donc c'est comme du jamais vu. Donc je suis d'accord avec vous. Nous, on dit à nos clients de ne pas se précipiter sur la classe d'actifs, parce que de toute façon, voilà, pour que ça se remette à surperformer, on va re-rentrer, on parlait tout à l'heure de recycle économique. On est très persuadé que, peut-être pas maintenant, mais peut-être dans la deuxième partie de l'année, quand enfin on aura acté la récession, que les banquiers centraux seront moins au quiche et que là il y aura un signal fort, on pourra se dire, bon, ça y est, c'est le moment, on vend les méga caps qui ont bien tenu pendant la récession, achetons les 5 prochaines années de croissance, 2023 quelque chose, jusqu'à 2028. C'est ce qui s'était passé entre 2003, 2008, 2012, 2017. Valérie, cycle de surperformance des small Il n'y a pas de pricing et power mid. aussi chez les small caps. C'est les... Bon, ça dépend, il y a quand même des leaders quand même dans ces secteurs. Je suis sûr que les SSI Magotla, ils ont bien vendu leurs étiquettes. Sur quelqu'un qui n'a pas de concurrent, mais enfin, dans tout le monde de la sous-traitance, c'est eux qui se font squeezer parce qu'ils n'ont pas de marque. Donc, peut-être, oui. Je vois les choses en masse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions. Bien sûr, il y en a toujours, mais en masse, il n'y a pas le même pricing power. Dans un cycle inflationniste, c'est pas bon, quoi. Mais et effectivement, je vois pas encore. Il n'y a pas de timing, il n'y a pas de signal. Bah non. Et sur le en reste... performance relative, hein, enfin, je veux dire, c'est pas. Et de mémoire, dans les années 80, je pense que. Mais c'est super important. Ah mais non, mais c'est parce que... Oui, parce que j'ai... Mais c'est super important. En fait, il faut se souvenir que c'est la. Dans les années 70, 80, etc., c'est là que les FAMA et consorts ont fait des tas d'études et ont expliqué que les small caps, eh bien, comme ça présentait un risque supérieur, ça devait rémunérer plus. Et en fait, depuis les années 2000, en gros, ça ne marche plus. Mais... ça marche plus, mais peut-être que c'était lié à des raisons qui ne sont pas expliquées par leur modèle, mais qui vont se représenter à nouveau. Vous dites ça marche plus dans le sens où on a plus cette prime de risque supplémentaire sur les small caps, hein, c'est ça. Oui. Depuis 2018, mais entre 2000 et 2018, il y a eu 16 années. Avant. Ah non, entre 2000 et 2018, il y a eu 16 années de surperformance. 16 années sur 18 surperformance des small caps par rapport au large cap. De 2000 à 2018, je parle. Alors, ça dépend des indices, en tout cas pas aux États-Unis et pas au niveau européen global. Après, pays par pays, je ne sais pas, mais aux États-Unis, non, le Russell, ça fait très longtemps qu'il sous-performe. Oui, c'était c'est vraiment. Après, parce qu'aux États-Unis, il y a les GAFA qui. Oui, le marché est complètement. C'est vrai qu'après, ça dépend comment on va repondérer les indices. Non, mais j'entends qu'effectivement, il y a quand même quelque chose d'assez asymétrique dans l'évaluation un peu fondamentale qu'on fait de ce marché-là, enfin sur la valorisation. Oui, c'est compliqué, etc. Voilà. Parce que les problèmes de liquidité sont super importants par rapport à tout le reste, quoi. Ils priment en fait. Dès qu'il y a de la demande, ça s'enflamme, et quand il n'y en a plus, c'est complètement creux, quoi. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas de raison de se précipiter. Hein. On est d'accord. Pour le moment, on ne sait pas très bien. C'est pas très bien pourquoi. Quels sont les facteurs clés qui vont pouvoir. Il faut attendre, quoi, en fait. C'est ça le message. Il faut attendre pour l'instant. Ouais, cette année. C'est un peu une année de patience. C'est un peu une année de patience. Hein. Tester la patience de l'investisseur. Plafond de la dette, du coup, Malik, je ne sais pas, oui. Donc, bon, écartons l'extrême défaut. Non, mais on va se la jouer comme les années précédentes, 2011, 2023. Un jour, un mois. Et donc, ça va perturber, ça peut perturber, bien sûr. Bien sûr que ça va perturber s'il n'y a pas d'accord très vite trouvé. Bien sûr que ça va perturber les 2011, marchés. c'était à 2 jours près, hein, quand même. Hein. Oui, mais les impacts sur les marchés avaient été de moins 17% sur le marché action. Et bizarrement, on avait une baisse des taux et une appréciation du dollar. Donc, donc le marché américain reste quand même le marché refuge. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Valérie Gastaldi qui était avec nous, stratégiste de Day by Day. Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Et Louis Defels, directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion, qui étaient nos invités en plateau ce soir.